Bonjour à tous. Alors dans le sujet d'Asie 2024, il y a un exercice 4 qui ressemble à un QCM. En fait, c'est un vrai faux. Mais attention, c'est avec justification. Donc il ne s'agit pas juste de dire bon bah ça c'est vrai, ça c'est faux, stop. Non, non, non. C'est des exercices où il faut justifier. Donc il va falloir aller chercher des arguments. Donc ça peut être vrai, ça peut être faux. Quand c'est vrai, il faut le prouver. Quand c'est faux, il faut le prouver. Mais alors attention, il faut le prouver, mais peut-être différemment. Parce que rappelez-vous, quand une affirmation est fausse, ben, parfois, c'est un contre-exemple qui suffit. Hein. Et quand je dis qu'il suffit, c'est pas toujours facile d'aller trouver des contre-exemples. Alors regardons cette première affirmation. Alors, déjà, il faut avoir une lecture voilà, un peu rapide des choses, avoir des réflexes, et puis ensuite, il faut aller voir les subtilités, parce qu'il y a des subtilités souvent. Ici, on vous parle d'une suite décroissante minorée, donc là, direct, on se dit, ok, ça me fait penser au théorème de convergence monotone. On le regarde maintenant de plus près. Tout de suite, n'importe laquelle, qui soit décroissante et minorée par zéro. Alors le par zéro, on va voir s'il est important ou pas. En tout cas, nous, on sait qu'une suite décroissante et minorée, elle converge. Ça s'appelle le théorème de convergence monotone. Il y a la précision du zéro ici. Bon, qu'elle soit minorée par zéro ou par n'importe quoi, on sait qu'elle va converger. On a l'habitude de ces questions-là. Par contre, ici, il y a une petite précision. Dans la conclusion, on vous dit, ok, elle converge, mais elle converge vers zéro. Et là, on se dit, mais d'habitude, le théorème de convergence monotone, ce qui nous permet de conclure, c'est juste qu'elle converge, tout court. Et justement, on ne sait pas vers quoi. On n'a pas l'assurance que ça converge vers le minorant qui est donné, parce que le minorant d'ailleurs c'est pas unique, hein. Là si cette suite elle est minorée par zéro, en fait elle est aussi minorée par moins un, par exemple, hein. Si un est supérieur ou égal à zéro pour tout n, il est aussi supérieur ou égal à moins un. Donc ça c'est un peu embêtant parce qu'on se dit mais si on nous avait donné moins un à la place, est-ce que là on aurait mis moins un en fait? On sent déjà l'incohérence. Donc on peut déjà sentir que ça va être faux. Hein. Se dire, ouais, j'ai jamais conclu un truc pareil avec le théorème de convergence monotone, je vois pas pourquoi je pourrais conclure sur la valeur de la limite. En fait, j'en sais rien. Et le danger, c'est de se dire, bon, ok, je vais mettre que c'est faux, parce que ça ressemble pas au théorème de convergence monotone, il y a un truc en plus. C'est pas un argument, ça. C'est pas une preuve. Hein. Là, vous pouvez pas avoir tous les points si vous mettez ça. Donc, c'est typiquement le genre de cas où il faut aller chercher un contre-exemple, c'est-à-dire vraiment se creuser la tête pour aller trouver une suite qui soit bien décroissante, qui soit bien minorée par zéro, c'est-à-dire positive en fait, hein, et qui du coup va converger, on le sait, théorème de convergence monotone, mais pas forcément vers zéro, vers autre chose. Alors il faut avoir une petite batterie de suites, voilà, qui sont des suites qui peuvent nous aider à construire des contre-exemples. Alors, je vous en ai déjà parlé, hein, il y a souvent le moins un puissance n, parce que ça aussi, c'est intéressant, hein, qui va peut-être souvent contredire la convergence. Il y a aussi les moins un puissance n sur n, ce genre de choses qui sont intéressantes parce que voilà, par exemple ça c'est pas croissant, c'est pas décroissant et pourtant ça converge. Hein. On s'en rappelle avec l'encadrement puis le théorème des gendarmes. Mais là, tout ça, ça marche pas parce que ça marche pas parce que du coup ça converge pas, puis en plus ça peut minorer par zéro. Ça, c'est intéressant parce que ça converge, ouais, mais alors justement ça converge vers zéro, on cherche un contre-exemple. Et puis ça c'est pas croissant ou décroissant, ça aussi, hein, ok, il y a la division par n qui va faire tendre le truc vers zéro, mais ça fait des petites oscillations, ça, hein, ça alterne. Donc ça va pas comme type de suite finalement. Alors on se rappelle aussi du 1 sur n, voilà, qui peut être intéressant, hein, le 1 sur n, voilà, peut-être tout simple. Et puis on se dit, là on est en train de donner des suites explicites, et pourquoi pas des suites récurrentes, mais alors là, c'est vrai que le problème des suites récurrentes, c'est pas facile à construire, et puis pour connaître le comportement d'une suite récurrente, franchement c'est pas évident, on peut penser aux suites arithmético-géométriques, aux suites... Bon, il y a les suites géométriques, on pourrait se dire, ah, peut-être... Bon, on est un peu perdu. Alors, on va se dire, parmi les suites qui sont décroissantes et minorées, il y en a une qu'on connaît bien, c'est un sur n. Voilà, hein, celle-là, voilà, elle fait ça, hein, elle part de 1, et puis, enfin, elle part de 1, enfin, pour n égale 1, hein, et puis après, elle décroît, et puis elle va épouser un petit peu donc l'allure de la courbe de la fonction inverse. Donc ça décroît. Donc ça décroît, et c'est minoré par 0, parce que 1 sur n, c'est toujours positif. Mais par contre, hélas, ça converge vers 0, ça. Mince, mince. Alors, quelle est l'idée qu'on peut avoir? Eh bien, c'est de trouver une suite qui va se comporter pareil, voilà, c'est-à-dire qui va décroître, qui va être positive, donc en fait, tout le nuage de points, il faut qu'il soit au-dessus de l'axe des abscisses. Mais cette suite, en fait, on va la booster un petit peu, de sorte,
enfin la booster, la remonter un petit peu, de sorte qu'elle ne tende pas vers 0, mais qu'elle tende vers un truc un petit peu plus grand que 0. Regardez, c'est le même principe que quand on s'est dit, oh, mais si c'était minoré par -1, ça tendrait pas forcément par -1. Regardez, reprendre cet exemple-là. Si je prends la suite 1 sur n, j'ai tout à fait le droit de dire qu'elle est décroissante, qu'elle est minorée par -1, et pourtant elle ne converge pas vers -1, elle converge vers 0. Donc on se dit, mais c'est ça l'idée en fait, c'est de changer ce petit curseur, mais le petit curseur, on n'a pas le droit de le changer ici, alors on va le changer en le mettant dans l'expression de la suite. Regardez ce que je peux vous proposer comme suite, 1 sur n plus 1. Voilà, qu'est-ce qui va se passer en rajoutant 1 à chaque terme de la suite de cette suite inverse? Ben, en fait, chaque petit point, il va être remonté un petit peu de 1 vers le haut, donc je vais avoir une suite qui va être comme ça, voilà, qui va être translatée par rapport à l'autre, et puis bah, tout ça, ça va décroître, hein, bien sûr, hein, mais par contre, ça ne va pas tendre vers 0, ça va tendre vers 1, parce que la limite de 1 sur n, c'est 0, je rajoute 1, ça tend vers 1, ça y est, je l'ai, mon contre-exemple, écrivons-le correctement, voilà, un égale 1 sur n plus 1. Ok, la plus simple des suites décroissantes, voilà, ok, qui est 1 sur n, et puis je vais lui rajouter un 1, donc bien sûr elle reste décroissante, elle a le même comportement, mais par contre celle-ci, elle ne converge pas vers 0, elle converge vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Voilà, il faut penser à construire des suites qui peuvent être des suites usuelles, qui vont être un petit peu agrémentées d'une constante, d'un truc en plus, d'un petit boost à côté avec un fois constante, on ne sait jamais. Ok, donc voilà, une petite batterie de suites comme ça, on pense au -1 puissance n, on pense au -1 puissance n sur n, on pense à la suite 1 sur n, on pense peut-être à une suite géométrique, donc là, ça pourrait marcher aussi avec une suite géométrique, mais pareil, en fait, il faudrait la remonter un petit peu, parce qu'on dit pour qu'elle soit décroissante, il me faudrait du q puissance n avec un q qui est compris entre 0 et 1, et ça converge vers 0, donc si je la remonte pareil un tout petit peu, je sais pas, je vous mets par exemple 1 demi puissance n plus 1, ça c'est bien décroissant, donc ça aussi, hein, bien sûr, hein, je calcule moins n plus 1 moins n, ça reste négatif, donc tout ça c'est bien une suite décroissante, et par contre, bah, bien sûr, ça tend vers 1, parce que ce truc-là tend vers 0, je rajoute 1, ça tend vers 1, pas 0. Voilà pour cette première question, qui franchement n'est pas si facile que ça, évidemment, quand on a le contre-exemple qu'on a sous les yeux, on se dit, bah oui, évidemment, c'est très facile, il faut aller les chercher, ces contre-exemples. Alors, petit 2, ok, on a une suite encore, voilà, qui vérifie certaines inégalités, qui est la suivante, qui est tous ces termes sont inférieurs à -9 puissance n plus 3 puissance n sur 7 puissance n. Voilà. Quand on a un seul côté comme ça dans une inégalité, le réflexe c'est de penser au théorème de comparaison, mais on se rappelle qu'il y a des cas où on arrive quand même à remplir l'autre côté. Je ne sais pas si je sais par exemple que ma suite est positive, je peux mettre un 0 ici, donc ça pourrait très bien être le théorème des gendarmes, donc on va voir. Mais là, évidemment, le truc qu'il faut faire, voilà, ça saute aux yeux, c'est qu'il va quand même falloir calculer cette limite. Ok ? Et regardez, si ça tend vers moins l'infini, ben on sera très content parce que là, on pourra l'utiliser, notre théorème de comparaison. La suite un, plus petite qu'une suite qui, elle, tend vers moins l'infini, théorème de comparaison, ça va tendre vers moins l'infini, ça. Hein, d'accord ? Par contre, là, si on trouve plus l'infini, bah, c'est mort, on ne pourra rien faire. D'accord ? Si là on tombe sur 0, c'est mort, on ne pourra rien faire. Quand je dis c'est mort, on ne pourra rien faire, ben ça veut dire qu'il faudra quand même répondre à l'affirmation. Donc on aura envie de répondre faux, mais pareil, il faudra avoir un contre-exemple. Donc on espère quand même, franchement, que ça tende vers moins l'infini, ce truc-là, ou alors que ça tende vers 0, mais que de l'autre côté, on puisse dire qu'il y a 0 ici, mais je regarde l'énoncé, on ne me dit pas que la suite est positive, pas du tout, on me dit juste que c'est une suite tout court. Donc là, je me dis, oh, j'aimerais bien que ça tende vers moins l'infini. Je suis déjà allé chercher un contre-exemple dans l'exemple précédent. La question précédente, là, ça va être dur. Donc, intéressons-nous à la limite de ce truc-là qui est à droite. Alors, on se rappelle, ça, il y a plein de combats partout entre les puissances. Et ben, on va déjà cette somme factoriser par le terme dominant. Voilà, donc là, c'est pas une histoire de degrés, d'accord, parce que c'est des suites géométriques toutes les deux, mais on va aller factoriser par ce qui nous semble le plus fort, et on va faire très attention à ce moins ici, qui n'a pas été... Vous voyez, il n'y a pas de parenthèse, c'est pas -9 à la puissance n, c'est moins plus loin, 9 puissance n, la puissance est prioritaire, elle porte sur le 9, donc en fait, ça c'est vraiment -1 fois 9 puissance n. Okay, donc on peut factoriser par -1 fois 9 puissance n, hein, c'est peut-être pas mal. Okay, donc moins 9 puissance n, facteur de 1, plus 3 puissance n sur moins
9 puissance n. Je ne me casse pas la tête, et puis je divise par 7 puissance n. Et là, il y a plein de petits trucs qui vont se passer. Okay, les trucs qui vont se passer, c'est les propriétés sur les puissances. Regardez bien, le 3 puissance n sur moins, plus loin, 9 puissance n. Ah, je reconnais une propriété des puissances. Alors attention au moins, je vais le laisser de côté. Hein. C'est un moins 1 fois, on a dit. D'ailleurs, le moins 1 fois, regardez, je peux vous le conseiller de l'écrire. Finalement, si je l'écris en bas, moins 1 fois, je peux le passer en haut. Et je peux carrément le passer devant. Donc ça me donne plus moins 1 fois, finalement. C'est-à-dire avec un moins. Okay, alors, ça ne change pas énormément de trucs, parce qu'on va voir le comportement de ceci. On va voir qu'en fait, que ce soit un plus, un moins, ça ne change rien en termes de limite. Ok, 3 puissance n sur 9 puissance n. Allez, j'ai un joli quotient. Je vais pouvoir écrire ça. 3 sur 9 à la puissance n. Voilà, 3 sur 9 à la puissance n. J'ai même pas besoin de le simplifier. Ok, ça fait un tiers, mais j'ai même pas besoin parce que je constate que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, ce nombre-là ici, cette raison, parce que c'est la raison d'une suite géométrique, un Q, ben ce Q est compris entre moins 1 et 1. Donc, je sais que tout ceci, ça va tendre vers 0. Okay, parce que 3 neuvièmes, c'est compris entre moins 1 et 1. Ce qui veut dire que ma parenthèse, si elle tend vers 1, parenthèse, ok, ça tend vers 1, tout ça, très bien, ok. Et là, je vais m'occuper de ce qui me reste quand même. Et ce qui me reste, je vais l'entourer comme ça, parce que je me dis, en fait, ça, c'est un quotient. Et pareil, c'est un combat entre 9 puissance n et 7 puissance n. Et oui, alors qui va gagner? C'est 9 puissance n, bien sûr, mais gagner comment? Ça va faire tendre le truc vers quoi? Pareil, même propriété, 9 puissance n sur 7 puissance n. Comment je vais pouvoir l'écrire? 9 sur 7, le tout à la puissance n. Et le moins, il ne faut pas que je l'oublie. Le moins, il est là quand même, hein, à l'extérieur du 9. Là. Donc je le mets avec un petit moins 1 fois. Et ce 9 puissance n sur 7 puissance n, je vais donc l'écrire 9 septièmes, le tout à la puissance n. Voilà, et j'aurai une multiplication qui va apparaître. Et cette fois, voilà, puis là j'ai une barre de fraction qui ne sert plus à rien en fait, hein, c'est un sur 1, voilà. Mon 9 septième, pareil, suite géométrique, raison 9 septième. 9 septième, c'est plus grand que 1, donc je sais que ceci à la puissance n, ça va tendre vers plus l'infini. Donc j'ai ici quelque chose qui tend vers plus l'infini, fois quelque chose qui tend vers 1, plus par 1, voilà, et je multiplie ça par moins 1. Donc par produit, tout ceci, ça va tendre vers moins l'infini. Eh oui, moins l'infini, je suis super content, parce que ça tend vers moins l'infini, ça c'est encore plus petit. Donc d'après le théorème de comparaison, ça va aussi tendre vers moins l'infini. Mais il fallait vraiment faire une preuve de la rédaction de toute cette partie-là, pour arriver à établir que ça tend vers moins l'infini, pas se contenter d'une conjecture de la calculatrice, ou peut-être d'une intuition sur la limite de cette suite en ayant reconnu un peu trop rapidement le théorème de comparaison. Voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3, on vous donne un algo Python, voilà, qui est pas l'algo classique de seuil, qui est autre chose, qui est un algo de calcul de termes. Donc on va le recopier tranquillement, d'ailleurs il s'appelle terme. Donc c'est le 3, def terme, terme de n, alors on s'attend à ce qu'il calcule le terme de rang n, okay, hein, comme bien souvent, u égale 1, donc ça c'est l'initialisation. Ensuite on a un for in range, un classique pour un calcul de terme, for i in range, quelque chose qui est n, un grand n, voilà, et donc là j'ai un grand n aussi d'ailleurs, voilà, ça change rien, hein. Il faut que je sois cohérent en mettant la même syntaxe partout, u égale u plus i, voilà, et puis je vais mettre return u, et je vais analyser un petit peu cet algorithme, return u, qui me renvoie bien en fait un terme de la suite. Et on me dit que terme 4, ça renvoie la valeur 7. Voilà. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que terme 4, ça me renvoie la valeur 7? Bon, on va voir. Là, finalement, c'est pas si difficile. Alors, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, hein, qui est un peu bête, mais qu'on peut faire, c'est saisir l'algorithme sur la calculatrice, le lancer, puis voir qu'en effet, ou pas, ça va peut-être me renvoyer 7. Mais le problème, c'est que si ça me renvoie 7, je vais mettre quoi? Je vais mettre vrai, mais je vais mettre quoi comme justification? Je l'ai saisi sur ma calculatrice, ça m'a donné 7. Bah non, c'est nul. Ça ne va pas. C'est pas terrible, ça. Vous ne pouvez pas avoir tous les points si vous mettez ça. Je ne sais même pas si on donnerait un petit point. Donc, un petit quart de point. Donc là, il va falloir essayer de comprendre que finalement, comme c'est un calcul de terme, et même si c'était un algo avec une boucle while, et qu'il y a une justification à donner, mais en fait, il faut le faire. Voilà, faut faire l'algo, enfin, il faut le faire à la main, en comprenant les étapes et en faisant figurer toutes les étapes sur votre copie. C'est indispensable,
Parce que sinon, il n'y a pas de justification. C'est pas, en fait, vous avez peut-être rien compris à l'algo, vous l'avez juste saisi, c'est nul ça. Voilà. Donc on y va. On essaie de bien comprendre ce qui se passe si je saisis terme 4 dans la console d'exécution. Déjà, ce qui va se passer, c'est que le n, ça va devenir 4. Donc on peut déjà se dire, ok, ben, je vais remplacer en fait tous mes n par des 4. Hein. J'y verrai déjà un peu plus clair. Je vais mettre 4 ici, voilà, et puis je vais mettre 4 ici. Et puis ce qui est pas mal de faire quand on travaille sur un algo comme ça et qu'on veut voir tous les différents calculs qu'on va faire, c'est en fait faire des étapes pour les passages dans la boucle. Ça peut être intéressant. Puis on va écrire aussi les variables, hein, parce que là, ici, il y a deux variables qui apparaissent. Il y a U et puis il y a I. Alors I, on va voir, hein, on va se rappeler d'un truc aussi important sur le I, hein, quand est-ce qu'il commence, l'écriture du inRange 4, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour I, quelle est sa première valeur. Alors déjà, au tout début, bon, bah, j'ai U égale 1, donc ça je peux le mettre, hein, au début U c'est 1. Et puis ensuite, il y a un for I in range 4, et donc là, je me rappelle de mes for I in range. Un for I in range avec un seul argument à l'intérieur, ça va me donner ici le nombre de répétitions. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de me dire, ah ouais, mais I au début, est-ce qu'il vaut 0, est-ce qu'il vaut 1? Je me dis, ok, je vais faire 4 passages dans la boucle. Voilà, je vais répéter 4 tours dans la boucle. Sauf que je regarde ici l'opération qui a à faire 4 fois, et je vois que cette opération, c'est U égale U plus I. Mais mince, ça veut dire que là, en fait, j'ai besoin de I. Et oui, parce que souvent, quand on fait des for I in range, il y a un nombre de répétitions, et puis là, j'ai un U égale 2 fois U, par exemple, et je n'ai pas besoin de la valeur de I. C'est juste que je vais devoir faire 4 répétitions. Mais là, j'ai besoin de la valeur de I. Alors, il faut se rappeler que quand j'ai un seul argument, en fait, la première valeur de I, en fait, c'est 0. Voilà, c'est-à-dire que à ce moment-là, quand je commence à rentrer dans la boucle, for I in range 4, ok, je sais que je vais faire 4 répétitions, mais la première valeur de I, c'est 0. Donc là, j'en suis à 0. I égale 0. Et ça y est, je suis rentré dans la boucle. Ok, je rentre dans la boucle maintenant. Ok, maintenant. Et je fais l'opération U plus I, c'est-à-dire 1 plus 0, ce qui fait 1, et je mets ça dans la variable U. Donc j'ai fait un seul passage dans la boucle, okay, un seul passage, et j'en suis à 1, 0. En fait, je recopie moins 0, mais ça aurait pu changer. J'aurais pu avoir une autre valeur que 1, et une autre valeur de I. Donc en fait, je me dis, ok, premier passage dans la boucle, ça c'est le nombre de passages. Premier passage dans la boucle, ça y est, j'ai les deux valeurs des deux variables. Okay. Donc je fais un deuxième passage. Et maintenant, je passe à I égale 1 à mon deuxième passage. C'est parti. I égale 1. Deuxième passage dans la boucle. I égale 1. Qu'est-ce qui se passe? Je fais U plus I, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2. Et j'ai fait 2 passages dans la boucle. Je fais mon troisième passage dans la boucle. Je note ici, troisième passage. À ce moment-là, mon I, il vaut 2. Ok. Qu'est-ce que je fais comme opération U plus I, c'est-à-dire 2 plus 2, ça fait 4. Très bien. J'ai un dernier passage à faire dans la boucle. C'est mon quatrième et dernier passage. Cette fois, mon I, il prend sa dernière valeur tranquillement, c'est-à-dire la valeur 3. Okay. Et je fais encore une fois l'opération U plus I. À ce moment-là, mon U, il vaut 4. Je fais 4 plus 3, ça fait 7. Et voilà, j'ai fini tous mes passages dans la boucle. Je sors de ma boucle, je vois return U, que vaut U 7. Conclusion. Voilà. Et comment justifier ça? Eh bien comme ça, avec un tableau. C'est la meilleure façon de faire. Nombre de passages dans la boucle, une colonne pour la variable U, une colonne pour la variable I. Là, je ne suis pas encore passé dans la boucle, donc je me dis en fait c'est 0 passage dans la boucle, c'est ce qu'il y a au début, avant la boucle for. Puis à la fin, voilà, je constate, c'est tout. Et les opérations, est-ce qu'il y a besoin de les détailler? Les opérations, oui, ce serait d'écrire que c'est 1 plus 0, puis 1 plus 5, 2 plus 2, puis 4 plus 3. Les opérations sont ridicules ici. Mais la présentation sous forme de tableau est parfaite pour vraiment expliquer que vous avez fait à la main l'algo tranquillement, que vous avez réussi à comprendre à la fin qu'est-ce qu'il y avait dans les deux variables. Voilà, dernière question, je crois. Avant-dernière question, pardon. Une question un peu de mise en situation. De mise en situation avec un concours. On parle d'un concours et le gagnant, il a le choix entre deux prix. Donc, je vais les écrire, c'est deux prix. Il y a le prix A et le prix B. Alors, évidemment, le prix A demande pas beaucoup de calcul. Hein. Voilà, je vais le mettre en ligne. Et le prix B, il en demande un peu plus. Pourquoi? Parce que alors, le prix A, on vous dit que
il reçoit 1 000 euros par jour pendant 15 jours, et le prix B, il reçoit 1 euro le premier jour, 2 euros le deuxième jour, 4 euros le troisième jour, etc. D'ailleurs, après 4, il y aura 8, parce que ça double chaque jour. Et l'affirmation, c'est la valeur du prix A est plus élevée que la valeur du prix B. Comment faire pour le savoir? Les calculer. Calculer les montants des deux différents prix. Le prix A, on relie 1 000 euros par jour pendant 15 jours. Donc c'est 15 fois 1000. Alors là, franchement, aucun problème. 15 000. Ok. Le prix B maintenant, il reçoit 1 euro le premier jour. Ok. 1 euro le premier jour, plus 2 euros le deuxième jour, plus 4 euros le troisième, plus 8 le quatrième, plus etc. Et puis ça s'arrête au bout de 15 jours. Alors mais j'en aurai combien au bout de 15 jours? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma calculette x2 x2. Non, je vais être quand même un peu plus malin. Je vais essayer de comprendre que comme je double à chaque fois, je suis en présence d'une suite géométrique. Une suite géométrique de raison 2, ok, ça double chaque jour. Donc là, en fait, ce que je vois apparaître ici, c'est des 2 puissance k, c'est des 2 puissance n. On est d'accord, hein? Là, en fait, c'est mon 2 puissance 0, c'est le premier jour. Ça, c'est mon 2 puissance 1, le deuxième jour. Ça, c'est mon 2 puissance 2, le troisième jour. Vous l'avez senti, le petit décalage de rang? 2 puissance 3, etc. Donc, en fait, le 15e jour, c'est pas 2 puissance 15, c'est 2 puissance 14. 2 puissance 14. Ok? Voilà une somme de termes de suite géométrique. Alors, bien sûr, on ne fait pas ce calcul directement à la calculatrice en tapant ça. Pareil, en fait, vous allez louper des points. Non, je peux appeler ça, je n'ai pas besoin de l'appeler SN ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça s'appelle déjà B, donc je peux écrire B. Et B, ça va me donner quoi? On se rappelle de la formule pour la somme de termes de suite géométrique. Ça me donne le premier terme, d'accord, qui en fait ici est 1. C'est notre U0, rappelez-vous. Le premier terme, je l'écris là, premier terme, que je multiplie par l'espèce de fraction bizarre où j'aurai 1 moins Q puissance nombre de termes. Q c'est 2. Puissance le nombre de termes, j'en ai combien des termes? Ah, j'en ai combien? Mais j'en ai 15. Ça s'arrête à 2 puissance 14. Ok, mais finalement j'en ai 15. Parce que le premier, c'est un 2 puissance 0. C'est un U0. Hein. En fait, c'est U0 plus U1 plus etc. Jusqu'à U14. Je vous rappelle que ça peut s'écrire comme ça. C'est la somme des UK. Donc U est une suite géométrique et je peux même l'écrire la somme des Q puissance K pour K ici variant de 0 à 14. En effet, j'ai bien 15 termes. Donc 1 moins 2 puissance nombre de termes, j'en ai 15 et je divise ça par 1 moins 2. Voilà, c'est ça B. Donc B, ça va me donner quoi? 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc là, j'aurai un 1 qui ne me sert à rien, moins 1 qui va me faire changer, finalement, prendre l'opposé de mon numérateur. Mon numérateur étant 1 moins 2 puissance 15, ceci va me donner 2 puissance 15, plus loin, moins 1. Voilà. Donc c'est ces deux nombres qu'il faut que je compare. Là, bien évidemment, je vais prendre ma calculatrice. Voilà, moi le problème, comme j'ai pas de calculatrice, ça va être un peu embêtant pour moi. Je vais quand même le faire en comptant sur mes doigts un petit peu. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, j'en suis à 10, 2048, 4096, 8192, je commence à paniquer un petit peu, 16 384, attendez, j'ai largement dépassé là, regardez, j'en suis déjà à 32 768, oh, moins 1, 32 767. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé dans mes calculs, mais j'ai vu que même le terme d'avant, il dépasse déjà 15 000, donc je suis plutôt serein. Je vérifie quand même, là, parce que ça fait un peu peur, mais non, c'est bien ça. Donc là, franchement, on est large. On est large, donc bien sûr, l'affirmation est fausse, parce que en ajoutant comme ça des petits montants avec des x2, ça monte vite quand même, les suites géométriques. Voilà. Donc là, on se rappelle des sommes de termes de suites géométriques. Enfin, le tout dernier. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? On parle. Alors je reconnais une intégrale, oh là, ça me fait peur. Et puis on parle de suite, donc là je panique encore plus, je me dis suite intégrale. Mais rappelez-vous, c'est pas si dur. C'est pas si dur. L'affirmation, c'est est-ce que la suite est croissante? Ah, réflexe. Suite croissante? Vn plus 1 moins Vn, bien sûr. Ou alors par récurrence. Suite intégrale par récurrence, hors de question. Hors de question. On va travailler sur le Vn plus 1 moins Vn. On sait qu'on peut y arriver. On sait que dans ces exos suite intégrale, eh bien, on a souvent à faire du Vn plus 1 moins Vn, du In plus 1 moins In, on est souvent guidé pour le faire. Là, il faut le faire tout seul. Donc on se dit, on ne panique pas, on calcule ça, et on étudie le signe, et on verra.
Ok? Donc j'écris déjà Vn plus 1. Qu'est-ce que c'est que Vn plus 1? Ok, c'est une intégrale, je commence à remplacer, et je vois que mon n, il est, tiens, il est aux bornes de l'intégrale. 1, n plus 1, et là j'ai ln de x dx, d'accord? Et je dois retrancher Vn, qui est l'intégrale de 1 à n de ln de x dx. Ouais. Ah, je pense bien sûr, comme je vois deux intégrales, comme ça avec un moins entre les deux, je pense aux propriétés de l'intégrale, je pense à la linéarité, je me rappelle aussi qu'il y en a une autre qui s'appelle la relation de Schall, j'essaie de ne pas me mélanger entre les deux. Je me rappelle que la linéarité, c'est quand j'ai les mêmes bornes, mais pas forcément les mêmes fonctions à l'intérieur des intégrales. D'accord, je vous rappelle, hein, même borne, AB, F, plus ou moins AB, G. Linéarité, je regroupe en une seule intégrale. Ok? Et je vais mettre f plus g ou f.g. Et là, est-ce que c'est la même chose? Mais non, pas du tout. Parce que là, regardez, ce sont les bornes qui changent. Et donc, ça va être de la relation Schall, certainement. Mais la relation Schall, elle marche comment? Elle marche quand la borne qui est en haut pour la première intégrale, c'est la même que la borne qui est en bas pour la deuxième intégrale. Mais elle marche surtout quand il y a un plus. Et ça m'embête. Parce que moi, j'ai pas un plus, j'ai un moins. Ouais, mais on va manipuler un petit peu ça parce qu'on sait très bien passer au changement des bornes et à la transformation du moins en plus avec les intégrales. Il suffit d'écrire la deuxième intégrale à l'envers et de changer son moins en plus. J'aurai l'intégrale de 1 à n plus 1 de ln de x dx, plus, et là je change mes bornes, l'intégrale de n à 1 de ln de x dx. Ça fait bizarre de voir l'intégrale de n à 1, mais tout à fait le droit de faire ça depuis qu'on a vu que les intégrales, c'est pas forcément tout le temps des aires. On a le droit de changer les bornes, ça existe, il n'y a pas de problème, ça fera juste grand f de 1 moins grand f de n si on veut la calculer. Ah oui, tiens d'ailleurs, je n'ai même pas parlé, mais il ne faut surtout pas les calculer là, ces intégrales. Vous n'êtes pas en mesure de les calculer? Ah si, avec une intégration par partie. Mais il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire et ce serait un peu maladroit de faire ça. Là, on va s'en sortir bien sûr par les propriétés. Regardez, là pour l'instant, on ne voit pas du tout que ça c'est la même chose que non, ça ne marche pas. Sauf qu'en fait, celle-ci, on va la placer, regardez, où est-ce qu'on va la placer? Celle-ci, 1, on va le placer là. C'est ça? Eh oui, parce que la première intégrale, elle ira de n jusqu'à 1, puis elle repartira de 1 jusqu'à n plus 1. D'accord? Si je vous écris ça correctement, je vous mets l'intégrale de n à 1 de ln de x dx, plus l'intégrale de 1 à n plus 1 de ln de x dx. Donc tout ceci, regardez, cette borne-là, celle-ci, c'est la même que celle-là. On va pouvoir utiliser la relation de Schall pour aller écrire ça sous la forme d'une seule intégrale qui ira de cette borne jusqu'à cette borne. Autrement dit, ce Vn plus 1 moins Vn, c'est tout simplement l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx. n jusqu'à n plus 1 de ln de x dx. Je vous illustre un peu quand même la relation de Schall et ce qu'on a fait. Alors ça serait bien de le voir avec, si je vais quand même prendre la fonction ln, voilà, on a du ln et je vous ai dit, ah ouais, c'est pas forcément positif, tout ça, c'est pas forcément une R, mais on me dit quand même là, n est supérieur ou égal à 1, d'accord? Donc l'intégrale entre 1 et n, regardez ce que c'est, celle-ci là, entre 1 et n de ln de x dx, c'est quoi? Ben, c'est bien une R sous la courbe parce que ma fonction ln elle est positive sur 1n, si n est supérieur ou égal à 1. Du coup, je serai à droite de ce point-là, d'accord? Donc si je vais jusqu'à n, cette intégrale en fait c'est ça, d'accord? Et regardez le Vn plus 1 moins Vn, même si je reste sur l'idée du Vn, regardez ce qui se passe. En fait, quand je passe à n plus 1, l'aire que je vais obtenir, elle sera plus grande forcément, parce qu'en fait, je vais plus loin à droite, donc mon aire elle va être un peu plus grande, elle aura ça en plus. Et quand je calcule mon Vn plus 1 moins Vn, en fait, je calcule toute cette aire, et je retranche cette aire en m'arrêtant là. Donc mon Vn plus 1 moins Vn, ce que je viens d'écrire, c'est l'intégrale de n à n plus 1, donc c'est parfaitement cohérent avec ce qu'on vient d'obtenir nous de manière calculatoire. On dit, mais en fait, c'est ça. Mon Vn plus 1 moins Vn, évidemment que c'est positif, c'est une aire, c'est l'aire qui est située du domaine situé entre ces deux droites, la courbe et l'axe des abscisses. Donc ceci, bien sûr, est positif, ça se voit. Alors comment je le démontre? Eh bien, j'écris que l'intérieur, parce que je vais montrer que c'est positif, d'accord? Eh bien, je m'intéresse, quand je veux savoir si une intégrale est positive, je m'intéresse toujours à ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. Je prends cette chose-là, il faudrait que j'arrive à dire que ça c'est positif. Est-ce que c'est positif? Bien sûr, parce que je suis sur un intervalle dont la borne de gauche, elle est supérieure ou égale à 1. Le n, il est supérieur ou égal à 1. Donc je sais que ça c'est positif sur n'importe quelle
intervalle du type n plus 1, parce que le ln il est positif sur 1 plus l'infini. Donc comme l'intérieur est positif, ça veut dire que toute mon intégrale, par propriété de l'intégrale, on appelle ça la positivité de l'intégrale, et bien tout ça, c'est positif. Ouais, mais c'était quoi ça? C'était Vn plus 1 moins Vn. Conclusion, la suite Vn, elle est croissante. Voilà, l'affirmation, elle était correcte, elle était vraie. Il fallait vraiment se rappeler du Vn plus 1 moins Vn. Il fallait vraiment se rappeler qu'il y avait des propriétés de l'intégrale qui nous permettent de manipuler un peu ça et d'aller écrire deux intégrales additionnées ou soustraites sous la forme d'une seule intégrale, linéarité ou relation de Chasles. Là, c'est Chasles qu'on a utilisé avec un petit bidouillage. Et ensuite, on voulait le signe de notre intégrale restante. On s'intéresse toujours à l'intérieur quand on veut le signe d'une intégrale. Et par positivité, on passe à l'intégrale, on conserve le signe de ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, pour ces affirmations vraies et faux, qui peuvent paraître un peu difficiles, mais l'avantage, c'est qu'il y a plein de petits points à gagner, même si vous n'êtes pas parfaitement au point, s'il n'y a pas tout, il y a quand même des points à avoir, contrairement à un QCM sans justification, où finalement, c'est plus dangereux, il faut être plus fin, parce qu'il ne faut pas passer à côté d'un petit piège, alors que là, même s'il y a des pièges, on a quand même des points à gagner, parce qu'il y a des choses à dire.